the little one. Yeah, just do it. Le 14 juillet 2012 à Toronto, au Canada, la famille de Laura Babcock est inquiète. La jeune Canadienne de 23 ans ne répond plus à son téléphone portable depuis plusieurs jours et ça, ce n'est pas dans ses habitudes. La seule chose dont ses parents sont au courant, c'est que quelques semaines plus tôt, l'un de ses amis lui avait payé plusieurs nuits d'hôtel parce qu'elle n'avait plus d'endroit où dormir. Alors les parents se posent la question, a-t-elle disparu volontairement pour tenter de refaire sa vie ailleurs ou lui est-il arrivé quelque chose de beaucoup plus grave? Ce que les parents, ce que la famille, ce que les proches vont découvrir est terrifiant. Salut tout le monde, j'espère que tout va bien. Je suis très heureux, comme à chaque vidéo, de vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer également la cloche. Et on rentre dans cette histoire qui est, je le redis, terrifiante et absolument incroyable de par son dénouement. C'est une histoire résolue. On ne perd pas de temps. Découvrons la terrible histoire de Laura Babcock. Laura Babcock, c'est donc cette jeune fille. Elle est née le 12 février 1989 à Toronto, la capitale de l'Ontario, au Canada. Son père s'appelle Clayton et sa mère c'est Linda. Après une enfance somme toute heureuse avec ses parents et son frère aîné Brent, Laura entame des études à l'université de Toronto. C'est une jeune femme décrite comme drôle, pétillante, qui étudie la littérature anglaise et le théâtre à l'université dans l'espoir de devenir un jour actrice. En plus de ses études, Laura travaille dans un magasin de jouets, un emploi qui lui plaît plutôt bien, puisque, d'après ses parents, elle adore les enfants. Mais malgré ses apparences, Laura Babcock ne va pas toujours très bien, sur le plan psychologique en tout cas. Elle consulte d'ailleurs à plusieurs reprises un psychiatre sur le campus pour tenter de résoudre quelques problèmes, et notamment dans ses relations avec les hommes qui ne sont pas toujours très saines. Elle quitte aussi rapidement le domicile familial parce que, c'est ce que dira en tout cas son père Clayton plus tard, elle a de plus en plus de mal à accepter les règles imposées par ses parents. Ses parents qui, d'ailleurs, savent qu'elle est suivie par un psychiatre, mais qui ne s'inquiètent pas plus que ça. Ils savent qu'elle a du mal parfois à gérer ses émotions, mais ils se disent que ça va passer. En 2009, alors que Laura est âgée de 20 ans, elle fait la rencontre d'un homme un tout petit peu plus vieux qu'elle, qui s'appelle Dylan Millard, et il est âgé de 24 ans, il y a 4 ans d'écart entre les deux, et ils se rencontrent en janvier 2009 précisément, dans un pub à Toronto. Et au tout départ, Laura est assez impressionnée par cet homme. Riche, seul héritier d'une compagnie d'aviation basée à Waterloo, une petite ville non loin de Toronto. Laura et Dylan décident de sortir ensemble quelque temps, mais leur relation est vouée à l'échec. En fait, Dylan n'est pas fidèle. Il a de nombreuses relations à droite, à gauche, et la rupture est inévitable. En revanche, Dylan et Laura restent amis et redeviennent amants de temps en temps quand ils le souhaitent. À l'été 2010, Laura Babcock rencontre un autre homme qui va avoir un rôle important dans sa vie. Il s'appelle Sean Lerner. C'est un homme d'affaires lui aussi qui a une très bonne situation financière et qui tombe littéralement amoureux de Laura, et ce très rapidement. Laura et Sean sortent ensemble pendant environ 1 an et demi, mais la jeune femme va finalement mettre un terme à leur relation à Noël en 2011. Là aussi, après la fin de cette relation, les deux ex décident de rester amis et restent même très proches. Pendant ce temps-là, de son côté, Dylan Millard, lui aussi, a retrouvé quelqu'un d'autre. Il sort depuis peu avec une certaine Christina Noudga. Ce qui ne l'empêche pas, puisqu'apparemment c'est dans sa nature, d'aller voir de temps en temps à gauche, à droite, et de coucher d'ailleurs avec son ex, Laura Babcock. Ce qui rend sa nouvelle petite amie folle de jalousie. Le 26 février 2012, il va y avoir un événement. Christina Noudga, qui a réussi à obtenir le numéro de téléphone de Laura, lui envoie un texto alors que Laura se trouve à une soirée. Un SMS plutôt étonnant qui dit ceci. « Joyeux anniversaire. Il y a 1 an, jour pour jour, j'ai couché pour la première fois avec Dylan. » À ce moment-là, je vous l'ai dit, Laura continue de fréquenter Dylan Millard de temps en temps.
tout en sachant qu'il est officiellement avec Christina. Et Laura n'est d'ailleurs absolument pas jalouse de cette relation. Elle n'est donc pas vexée de recevoir ce message. Et d'ailleurs, elle y répond immédiatement. Et elle lui dit ceci. « Ok, c'est bien. Moi, j'ai couché avec lui il y a quelques semaines. » Ce message que Laura envoie simplement pour énerver Christina aura de lourdes conséquences. Et cette fois, c'est Delen Millard lui-même qui envoie un SMS à Laura, en lui disant ceci. « Tu es nuisible pour moi, ne me contacte plus. Bonne chance avec la vie. » Le 17 avril 2012, et malgré ce message très clair envoyé à Laura, le triangle amoureux Laura, Delen, Christina ne semble pas vraiment terminé, et Delen Millard envoie alors un message à sa petite amie Christina pour lui dire qu'il allait s'occuper de Laura Babcock. À ce moment-là, Laura n'est pas dans la meilleure période de sa vie, son travail au magasin de jouets ne suffit plus à payer ses factures et Laura décide d'accepter un nouveau travail, comme escort girl pour une entreprise qui s'appelle Last Minute Escorts et qui se trouve dans le centre-ville de Toronto. Mais ce travail ne lui permet pas de payer son loyer et Laura doit quitter son appartement. À côté de ça, elle continue de consulter un psychiatre, mais sa santé mentale se détériore, puisqu'entre août 2011 et avril 2012, Laura Babcock se rendra à l'hôpital une douzaine de fois pour des problèmes psychiatriques. Certains de ses amis diront également plus tard que Laura semblait avoir des problèmes de drogue à ce moment-là, et qu'elle prenait de la cocaïne, un élément qui n'a jamais pu être vérifié. En juin 2012, Laura Babcock appelle Sean Lerner, son ancien petit ami, l'homme d'affaires, et lui demande tout simplement s'il peut l'héberger parce qu'elle est à la rue avec son chien qui s'appelle Lacey. Sean a gardé de très bons rapports avec Laura, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il accepte de les héberger, et donc Laura et son chien dorment sur son canapé pendant quelques temps. Puis le 25 juin 2012, Sean Lerner décide finalement de lui payer quelques nuits dans un motel puisqu'il ne peut plus l'héberger, il a retrouvé quelqu'un. Un motel qui se situe dans les quartiers ouest de Toronto. Il lui offre également un iPad pour qu'elle puisse rentrer en contact avec lui assez facilement et surtout qu'elle puisse chercher un appartement. Sean dira un peu plus tard aux enquêteurs qu'il était au courant que Laura travaillait comme escorte à ce moment-là, mais qu'elle lui avait assuré qu'elle était nouvelle dans le milieu et qu'elle ne faisait qu'accompagner des hommes lors d'événements sans jamais vraiment aller plus loin. Une info qui sera contredite par une amie de Laura, qui a assuré aux enquêteurs que Laura passait la nuit avec certains hommes et qu'elle se faisait payer 250 € de l'heure. Malheureusement, le motel dans lequel Laura est hébergée affiche complet quelques jours plus tard à cause du week-end de la Gay Pride à Toronto et Laura doit quitter les lieux. Ne sachant toujours pas où loger, elle dort une nuit dans un parc puis décide d'aller vivre chez un ami. Mais dans le même temps, elle reprend contact avec Delen Millard, son ex. Pourtant, toujours en couple avec Christina. Pour quelle raison reprend-elle contact, malgré le fait qu'elle ait reçu, vous savez, ce fameux SMS lui disant de prendre des distances? On ne le sait pas vraiment, mais on imagine que c'est peut-être pour tenter d'obtenir un petit peu d'argent, puisque je rappelle qu'à ce moment-là, elle est à la rue. Et je vous rappelle surtout que Delen Millard est riche. Delen et Laura échangent donc plusieurs appels, plusieurs messages, mais dans le même temps, Laura garde aussi ce contact avec Sean. Des contacts qui se font plutôt par mail, même s'ils s'appellent assez régulièrement. Le problème, c'est que quelques jours plus tard, Laura ne répond plus aux appels de Sean, ni à ses messages. Et quand Sean essaie de la joindre, il tombe directement sur sa messagerie. Et ça, ce n'est pas du tout dans ses habitudes. Laura, habituellement, garde son téléphone portable ouvert, allumé. Ou du moins elle fait attention à sa charge, à sa batterie. Sean Lerner s'inquiète immédiatement et appelle les parents de Laura. Eux, de leur côté, ne savent pas où se trouve leur fille, ils ont plus ou moins coupé le contact. Ils disent à Sean qu'elle est peut-être partie en voyage. Mais Sean Lerner n'y croit pas et décide d'appeler la police pour signaler la disparition de Laura. Le 14 juillet 2012, Sean Lerner et les parents Babcock signalent officiellement la disparition de Laura Babcock. La police prend en compte l'inquiétude des proches, prend en compte ce signalement, mais ne s'affole pas plus que ça. En fait, ils ont été mis au courant des problèmes psychiatriques de Laura. Ils ont été mis au courant aussi de son travail d'escorte, et pour les enquêteurs,
ça ne plaide pas vraiment en sa faveur. Donc ils ne mettent pas tout en œuvre, en tout cas tout de suite, pour retrouver la jeune femme. Le 27 juillet 2012, les parents de Laura reçoivent la dernière facture du téléphone portable de leur fille. Et en regardant de façon beaucoup plus approfondie, ils constatent qu'avant que le téléphone de leur fille ne cesse de fonctionner, qu'avant qu'il ne soit éteint, un numéro de téléphone revient très souvent dans les appels et les messages. Celui d'Hélène Millard. Ils appellent donc Sean Lerner pour lui demander si à tout hasard il connaît ce d'Hélène. Sean leur dit que oui, c'est un ex de Laura, qu'il l'a déjà rencontré une fois lors d'une fête d'anniversaire de Laura et qu'il va essayer de rentrer en contact avec lui pour savoir s'il sait, s'il a des infos sur Laura. Il envoie tout d'abord plusieurs messages à Hélène Millard. Mais Hélène Millard ne répond pas. Finalement, Sean appelle Hélène directement et lui demande s'ils peuvent se voir assez vite pour discuter. Les deux hommes se retrouvent le 27 juillet précisément, dans un Starbucks. Hélène Millard assure qu'il ne sait pas où se trouve Laura, mais qu'elle n'arrêtait pas de l'appeler pour avoir de la drogue, c'est ce qu'il raconte. Parce que, selon lui, Laura était accro à la cocaïne. Et il ajoute quelque chose qui va grandement inquiéter Sean. Il lui dit qu'il ne devrait pas s'attendre à la revoir. En gros, que ça ne sert à rien d'espérer qu'elle revienne. En entendant ça, Sean est stupéfait, il se pose immédiatement la question « Mais pourquoi il me dit ça ? Est-ce qu'il est au courant de quelque chose plus que ce qu'il ne veut laisser entendre ?» À partir de là, Sean est persuadé que quelque chose de terrible est arrivé à Laura Babcock et que Hélène Millard y est certainement pour beaucoup dans sa disparition. Il fait part immédiatement de ses doutes à la police, mais sans grand succès. Parce que les enquêteurs ne semblent pas croire à la thèse du meurtre. Ils privilégient, comme les parents de Laura d'ailleurs, l'hypothèse que Laura a dû quitter Toronto volontairement. Peut-être pour voyager. C'est vrai finalement, c'est ce qu'ils disent. Elle est majeure, elle fait ce qu'elle veut. En plus de ça, les enquêteurs remettent ça sur le tapis. Elle travaille comme escorte, elle a peut-être accompagné un client. Puis il y a la drogue et les problèmes psychologiques. La police penche plutôt vers une fuite volontaire pour refaire sa vie ailleurs, mais c'est tout, on va pas plus loin. Et pourtant, presque un an plus tard, un an après la disparition de Laura, en mai 2013, Hélène Millard est interpellé dans une toute autre affaire. Il est accusé d'avoir tué Tim Bosma, un père de famille de 32 ans, avec la complicité de l'un de ses plus proches amis, un certain Mark Smith. À ce moment-là, la police se dit que Sean Lerner a peut-être raison depuis le début, et que Hélène Millard a peut-être joué un rôle dans la disparition de Laura Babcock finalement. Ce n'est qu'à ce moment-là, seulement, qu'une enquête est réellement ouverte pour enquêter sur la disparition de Laura. Et le père de Hélène Millard, Wayne Millard, qui s'est suicidé en novembre 2012, ne s'est peut-être pas suicidé finalement. Les enquêteurs commencent à douter de plusieurs choses, et ce sérieusement. On va donc fouiller partout au domicile de Hélène, mais aussi chez son ami, ce Mark Smith. En décembre 2013, lors d'une fouille de la maison de Mark Smith à Oakville, à 35 km de Toronto, la police fait une surprenante découverte, elle retrouve un sac de voyage rouge, ayant appartenu, écoutez bien, à Laura Babcock, et qui porte toujours d'ailleurs une étiquette à son nom, écrite à la main par Laura elle-même. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il trouve également l'iPad offert quelques jours avant sa disparition par Sean Lerner à Laura. En plus de ça, quasiment au même moment, deux amis de Mark Smith se rendent à la police et font une révélation glaçante. Ils affirment que Mark leur a avoué avoir tué une jeune femme en août 2012. Il n'y a donc plus vraiment de doute possible. Et Mark Smith, déjà en détention provisoire pour le meurtre de Tim Bosma, souvenez-vous, est interrogé pour le meurtre de Laura Babcock. En fouillant dans ses affaires, la police se rend compte que Mark a reçu des messages étranges de la part de Hélène Millard au moment de la disparition de Laura, et que Hélène est donc aussi certainement liée à la mort de la jeune femme. En effet, le 3 juillet 2012, jour où le téléphone de Laura a cessé toute activité, Hélène Millard avait envoyé un SMS troublant à son ami Mark Smith,
disant ceci. Écoutez bien. « Je suis en mission, de retour dans 1 heure. » Le téléphone de Delaine Millard avait alors borné dans l'ouest de Toronto, au même endroit que celui de Laura Babcock, juste avant que le téléphone de Laura Babcock soit définitivement éteint. Le lendemain, Delaine Millard avait pris une photo avec son téléphone portable, photo d'un objet plutôt long, qui pourrait avoir la forme d'un corps humain, enveloppé dans une bâche bleue, dans la ferme familiale, à Waterloo. Le même jour, il avait commandé un nouveau matelas et demandé à l'un de ses employés d'acheter un incinérateur pour animaux. Une facture d'ailleurs prouve que Delaine Millard a bien payé un incinérateur pour 15 000 $. Incinérateur qu'il a ensuite customisé pour sinistrement l'appeler, je cite, le liquidateur. Le 23 juillet 2012, Delaine Millard toujours envoie un autre texto inquiétant à Mark Smith, un SMS qui dit « Le barbecue a terminé de chauffer, il est prêt pour la viande ». Puis il fait des recherches sur Internet, sur la température à laquelle un corps brûle lors de la crémation. Il prend aussi plusieurs photos, ce soir-là, des photos de Mark Smith et de lui-même devant l'incinérateur. En avril 2014, quasiment 2 ans après la disparition de Laura Babcock et alors que son corps n'a jamais été retrouvé, Delaine Millard et Mark Smith sont accusés du meurtre de la jeune femme. Ce n'est que 3 ans plus tard, le 16 décembre 2017, que Delaine Millard est reconnue officiellement coupable d'avoir tué Laura Babcock et condamnée à la prison à vie. Le même jour, Mark Smith est reconnu coupable de complicité et condamné à la même peine. Ils n'ont jamais reconnu les faits. 1 an plus tôt, ils avaient tous les deux été reconnus coupables du meurtre de Tim Bosma, un père de famille donc de 32 ans, qu'ils avaient tué et incinéré après avoir répondu à une annonce dans laquelle Tim Bosma vendait son camion. Ils étaient partis essayer la camionnette avec lui à Ancaster, puis l'avaient tué et brûlé dans l'incinérateur pour animaux. Cette fois, les restes de son corps avaient été retrouvés dans l'incinérateur. Mais Delaine Millard et Mark Smith n'ont quand même jamais reconnu leur culpabilité dans le meurtre du père de famille. Élément supplémentaire, en 2018, Delaine Millard a également été condamnée pour le meurtre de son père, Wayne Millard, en novembre 2012. Son père qui ne s'était donc pas suicidé. Delaine était le seul héritier de la fortune de son père, qui avait donc été retrouvé mort à son domicile, dans son lit, une balle dans la tête. Un meurtre qu'une fois de plus, Delaine Millard n'a jamais reconnu. En mars 2023, soit 11 ans après la disparition de Laura Babcock, Delaine Millard et Mark Smith, respectivement âgés de 37 et 35 ans, ont fait appel de leur condamnation pour le meurtre de la jeune femme. Ils ne reconnaissent toujours pas leur implication dans la disparition de Laura, son corps n'ayant, je vous le rappelle, jamais été retrouvé. En juin 2023, la Cour a validé les preuves accablantes qui pèsent contre les 2 hommes et ont confirmé les condamnations de Delaine Millard et Mark Smith dans cette affaire. Ils purgent donc actuellement une peine de prison à vie, sans libération possible avant 25 ans. Les parents de Laura Babcock se sont dit satisfaits de la condamnation sans pour autant pouvoir vraiment faire leur deuil, ne sachant toujours pas réellement la vérité dans cette affaire. Concernant Christina Nugda, la petite amie de Delaine Millard, souvenez-vous, celle qui avait envoyé ce fameux texto à Laura lors de la soirée, eh bien elle a été arrêtée, figurez-vous, en avril 2014, quelques semaines après que Delaine Millard ait été accusée à la fois du meurtre de Laura Babcock et du meurtre de Tim Bosma. Elle a été arrêtée et accusée de complicité de meurtre. Après coup, la police a fouillé sa maison et a retrouvé des lettres. Des lettres envoyées par Delaine Millard à Christina Nugda alors qu'il était en prison. Et dans ces lettres, il y avait des instructions laissées par Delaine Millard à, je cite, son agent secret, qui était donc Mark Smith, et à sa princesse, sur la façon dont Christina pouvait l'aider dans son cas, comme par exemple falsifier les témoins, mentir sous serment ou encore détruire davantage de preuves. Et en parlant de preuves, justement, les enquêteurs ont retrouvé dans la maison de Christina Nugda une
cassette de vidéosurveillance qui appartenait à une caméra de vidéosurveillance qui se situait dans l'aéroport de Delaine Millard. Et cette cassette, justement, avait été détruite. Question que se sont posées les enquêteurs. Que contenaient ces images? Y avait-il des images compromettantes? Et ce n'est pas tout, parce que la police a également trouvé une note écrite par Christina à Delaine Millard, une note dans laquelle elle parlait à Delaine Millard en disant, je cite, « Mon doux tueur en série ». Christina Nogda a purgé 4 mois de prison, elle a fêté son 22e anniversaire derrière les barreaux, elle a ensuite été libérée sous caution avec un bracelet électronique à la cheville. Ce sont ses parents qui se sont portés garants. Ces conditions lui ont permis de continuer ensuite de suivre des cours à l'université de York et en juin 2016, elle est apparue comme témoin. Elle est arrivée au palais de justice John Sopinka à Hamilton avec ses cheveux et son visage enveloppés dans un foulard. Elle souhaitait ne pas se montrer à la presse. Elle portait de grandes lunettes de soleil noires. Elle est apparue, selon les articles de presse que j'ai pu trouver, lors de ce procès comme hostile, arrogante, grossière et dénuée de tout remords. À toutes les questions qui lui ont été posées, elle a simplement répondu par un « je ne me souviens pas ». Elle a toujours nié avoir été complice dans les 2 meurtres, elle a toujours nié être au courant de quoi que ce soit, mais elle a finalement accepté via son avocat un accord de plaidoyer qui est la chose suivante. La justice abandonne les charges de complicité qui pèsent sur elle. Par contre, elle doit plaider coupable d'entrave à la justice en disant qu'elle a volontairement détruit des preuves, notamment des empreintes digitales. C'est dans ce sens qu'elle a été condamnée à une peine qu'elle a purgée, puisque je vous ai expliqué qu'elle avait fait 4 mois de prison. Par contre, son ADN a été enregistré dans la banque de données nationale sur la criminalité. Elle a un casier judiciaire qui pourra être effacé dans quelques années, le 22 novembre 2026 précisément, puisque c'est un casier judiciaire qui tenait sur 10 ans. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, elle a repris ses études de médecine et, écoutez bien, elle est en passe de devenir médecin en Pologne. Voilà, c'est la fin de cette histoire, une histoire donc qui nous vient tout droit du Canada aujourd'hui. L'occasion pour moi de faire un coucou à tous les Canadiens qui me regardent, puisque je sais que vous êtes très nombreux. Merci pour vos messages d'ailleurs ici ou là, que ce soit en commentaire sur YouTube ou également sur les réseaux sociaux. Je vous laisse pour d'autres vidéos. Si vous n'avez pas regardé les autres vidéos, si vous venez tout juste de tomber sur la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un petit tour justement sur ma chaîne. Et on se retrouve donc en ce moment tous les mardis et vendredis à 18 h pour une nouvelle affaire. Je vous laisse là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!